Nous émettons à partir de Kinshasa, il est 19h30. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande actualité. Tout de suite, les grandes lignes. De la musique dans ce journal avec ce mixage du folklore congolais et son environnement immédiat. C'est un style de Jocelyn Balou et son groupe Les Aigles de la Révolte. De la musique qui donne envie de bouger à suivre dans ce journal. Et puis, situation des massacres de Béni dans le Nord Kivu, le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, s'est rendu dans la contrée. Richard Mouillet, j'appelle la population à collaborer pour dénoncer tous les cas suspects. Justice sera faite, a-t-il dit. Et puis, Cour pénale internationale a fait affaire subornation des témoins dans le procès Mbemba. Les 4 co-accusés de Jean-Pierre Mbemba, notamment Kilolo, Kabongo, Babala et Arido, viennent d'obtenir la liberté provisoire, décision prise ce mardi par la Chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale. Bonsoir à tous. Je vous l'ai annoncé dans les titres. La Cour pénale internationale vient d'accorder la liberté provisoire à Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Manguinda, Kabongo, Fidel Babala et Narcisse Arido. Les 4 suspects seront libérés respectivement en Belgique, en République démocratique du Congo, au Royaume-Uni et en France. Il faudrait dire que les 4 collaborateurs du président national du MLC sont poursuivis par la CPI pour avoir suborné des témoins dans l'affaire Mbemba. Et depuis donc le mois de janvier dernier, Fidel Babala avait lui demandé à être accueilli par la République démocratique du Congo en cas de liberté provisoire. Et selon le secrétaire général du MLC, le gouvernement congolais et le parquet général de la République avaient émis des réserves. Thomas Louaka face à Mamina dans un extrait de débriefing. Les avions eu l'idée qu'ils pouvaient, je ne voyais d'ailleurs pas les rapports avec l'ambassade des États-Unis, aller faire un sit-in là-bas. Il paraît que les autorités les ont empêchés de faire cela. Les MLC, nous avons la même vision que toute l'opposition. Nous croyons et nous souhaitons l'alternance dans ces pays, mais il y a des petites divergences sur la tactique, sur la manière de conduire cette action. C'est comme ça que nous n'avons pas été associés à cette activité. Ah, vous n'y étiez pas. Mais il y a cette tendance maladive de l'opposition à rechercher un arbitrage étranger dans les affaires purement nationales. Oui, en fait, c'est un, comment dire ça, c'est un héritage de la Deuxième République. Je me souviens encore, il y avait une maman, à l'époque, on avait opprimé les militants de l'UDPS lors d'une manifestation. C'est un documentaire, je crois, Mobutu, roi du Zaïre. Il y a une maman dans ce documentaire qui dit ceci, il demande au roi des Belges, le roi Baudouin, il dit, c'est vous qui avez mis Mobutu, venez les chercher, on est fatigué de lui. Donc, cette idée que c'est la communauté internationale qui gère les Congo sous tutelle, les Congo est sous tutelle, cette idée se pérennise, même si la réalité actuelle n'est plus conforme à cette idée-là. Ben, nous, les MLC, nous voulons nous assumer totalement. C'est vrai qu'il y a des choses que la communauté internationale, les amis du Congo peuvent nous aider à faire. Au mois de janvier de cette année, la ministre de la Justice, Mme Mumba, a écrit à la CPI officiellement pour informer la CPI qu'au cas où on accordait la liberté provisoire à l'honorable Fidel Babala, il sera le bienvenu dans son pays parce qu'il est député en activité. La ministre de la Justice de la RDC, Mme Mumba, mois de janvier. Au mois de février, les procureurs généraux de la République écrit à la CPI pour dire que nous sommes réservés au cas où vous accordez la liberté provisoire à M. Babala, qu'il revienne au Congo parce que sa présence pourrait porter atteinte à l'ordre public. Donc, janvier, février, 2 autorités congolaises se contredisent. Au mois d'avril, la CPI a demandé aux autorités congolaises, il dit, je vous donne jusqu'au 26 mai, fixez-moi, quelle est votre position définitive? La ministre dit ceci, le PGR dit ceci. Et au mois, je crois que c'était le 24 mai, la ministre de la Justice, Mme Mumba, a écrit à la CPI et dans cette correspondance, elle s'alignait, malheureusement pour nous et pour Fidel Babala, elle s'alignait sur la position du PGR en disant « M. Babala ne sera pas le bienvenu dans notre pays ». Donc voilà ce qui s'est passé.
Et sachez toujours qu'à ce sujet interrogé, le porte-parole du gouvernement de la République, Lambert Mende, a balayé d'un revers tout simplement de la main les allégations de Thomas Louaka. Le ministre des Médias a souligné que chaque Congolais est chez lui. Au Congo, il n'y a aucune institution qui s'est opposée à ce que Fidel Babala revienne du pays. Autre chose, à présent, le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières s'est rendu tout récemment dans le territoire de Béni. Nous sommes là dans le Kivu, vous le savez, avec les massacres récents de cette contrée. Richard Mouyej est allé appeler la population à se mobiliser pour dénoncer tout cas suspect susceptible de provoquer l'insécurité dans cette partie du pays. De silence en mémoire des Congolais cruellement assassinés par les rebelles ougandais de ADF Nalu. Au total, 84 personnes ont été lâchement abattues. Au cours de ces face-à-face, les différentes couches sociales de la population, à travers cet échantillon, ont fait une autopsie sans complaisance de la situation sécuritaire qui se vit à Béni. Ils ont cherché à comprendre pourquoi la recrudescence de la criminalité dans la ville de Béni. Les délégations gouvernementales et parlementaires, conduites respectivement par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguesmans, et la questeur de l'Assemblée nationale, l'honorable Élisée Mounemboué, qui ont apporté le message du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, un message de réconfort de toutes les institutions de la République. Ils les ont rassurés du rétablissement de la situation le plus tôt possible. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguesmans, a à cette occasion sollicité la collaboration de la population pour mettre un terme à ce drame qui a causé de nombreuses victimes. La population se sent plus que rassurée par la présence des autorités aussi bien provinciales que celles venues de Kinshasa. Des rencontres qui ont été organisées sous la modération du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia. Nous sommes ici à Béni Centre, je crois que dans le choc, la population de cette ville de la province du Nord Kivu avait pris, comme par le passé, ses activités. Vous voyez derrière moi le transport en commun, les véhicules qui circulent. Les magasins ont ouvert leurs portes. Et comment retrouver la sécurité, comment rétablir la paix à Béni, c'est le sens de la mission qu'effectue ici à Béni le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguesmans, qui a entamé ce lundi différents contacts avec les couches sociales de la population, les universitaires, les confessions religieuses, les femmes maraîchères, donc tout le monde, pour essayer de les écouter et entrevoir l'action du gouvernement, une action qui doit être rapide, selon Richard Mouyej Manguesmans, pour le rétablissement de la paix dans la ville de Béni et sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Depuis Béni Centre, Oscar Mal, RTNC. La Commission électorale nationale indépendante annonce à l'opinion publique l'accréditation ce mardi de Mondembe Banza Fidel, de Mme Galula Loubi Marianne, tous deux mandataires du parti politique Alliance Congolais démocrates et républicains qui sont allés dans les installations de cette institution d'appui à la démocratie pour un remplacement de l'espace démocratique pour la bonne gouvernance, EDG en sigle. Images et commentaires. Le geste peut paraître anodin, mais lourd de signification pour la bonne tenue des élections. Le parti politique Alliance des Congolais démocrates et républicains a choisi ce jour pour s'acquitter de son devoir civique, ce en apposant sa signature sur le code de bonne conduite. C'est cette charte qui montre la ligne de conduite pour qu'on arrive réellement à la vraie démocratie. Voilà le sens de l'acte que nous venons de poser. Un travail qui va nous amener à la vraie démocratie. Nous, en tant que parti démocratique, nous ne pouvons lutter que pour la vraie démocratie. Un acte qui ramène à 295 partis politiques signataires du Code de bonne conduite, 303 signataires du protocole d'accord et 364 reçus sur les 458 partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur. Un partenariat bien géré par la Commission électorale nationale indépendante qui ne peut y arriver sans parti politique. C'est une opportunité à saisir. Donc du moment où nous avons beaucoup de partis qui ont déjà signé les codes de bonne conduite, les mandataires qui sont en train d'être accrédités au sein de la CENI, c'est sûr qu'il y aura cet engouement-là dans les chefs des militants. Donc vous devez les sensibiliser, vous devez vulgariser tous les textes mis à votre disposition afin que les torses n'érigent pas à sa place dans les chefs de vos militants. Par la même occasion, 2 mandataires ont été accrédités et un a remplacé son collègue, ce qui donne un total de 709 mandataires des partis politiques. Et pour sceller l'acte posé, la remise des badges est intervenue quelques minutes plus tard.
Entre-temps, dans la grande salle de la Maison des élections, se poursuit l'atelier d'harmonisation de l'opération de fiabilisation du fichier électoral à l'intention des secrétaires exécutifs provinciaux et cadres du secrétariat exécutif national. La transparence dans le processus de passation et l'exécution des marchés s'impose comme une contrainte inéluctable et son application sur l'ensemble du pays sans faille, aussi bien en province, ainsi donc qu'une grande réflexion, justification même de l'atelier sur la sensibilisation et la transmission des données qui s'est ouvert ce mardi ici sur place à Kinshasa. Engagée dans la réforme de son système des marchés publics depuis le 27 avril 2010, la RDC s'emploie à l'adapter aux standards internationaux. Pour ce faire, la loi matérialise et allie les exigences de bonne gouvernance, de transparence, d'économie, d'efficacité, de concurrence et d'égalité entre toutes les parties intervenant dans un marché public ou une délégation de services publics. Autant les marchés publics sont un instrument pour la mise en œuvre par le gouvernement de sa politique de développement économique et social, autant les innovations qu'apporte la loi relative aux marchés publics, au nombre desquels figurent le libre accès à la commande publique, la transparence des procédures, l'égalité des chances des candidats, constituent le principal moteur de promotion des PME locales. Et l'autorité de régulation des marchés publics y veille justement à travers sa fonction de réguler les systèmes. Les participants estiment que l'importance de cet atelier est un nouveau départ. Au courant de cette formation, nous aurons les outils indispensables au traitement, à la gestion et à la transmission de toutes les données relatives au marché public, à l'autorité de régulation du marché public que nous appelons ARMP. Ça signifie que l'État gagne effectivement. Et ça baisse pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence. Celui-là qui a mis un prix élevé, il a perdu. Il s'est dit non, prochainement, il faut que je baisse le prix. Et cette concurrence fait que réellement, en tout cas, l'État commence à acheter pratiquement sur le même prix que les autres. Ce qui ne se faisait pas avant, parce que quand on facturait l'État avant, on facturait un peu plus. Rappelons que cet atelier de 3 jours a été organisé grâce à l'appui de la Banque mondiale par le biais du projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG. Et puis sachez que Jean-Claude Mouissa poursuit sa tournée dans le cadre de la campagne de recouvrement forcé de la vignette 2013. Le directeur général de la DGRK est allé à ce sujet rencontrer le numéro 1 de la DGRA dans le but d'établir un cadre de concertation. Il s'est agi pour les directeurs généraux de ces 2 régies fiscales d'établir sur un cadre de concertation relatif aux impôts de redevables quinois en particulier. Pour la DGRK, il était également important de lever l'équivoque sur les cahiers de charges des 2 régies à l'intention de l'air assujetti. Nous sommes venus prendre langue avec la DGRA de manière à ce que nous puissions établir un cadre de concertation parce que nous avons un bon nombre de problèmes que nous devons pouvoir résoudre ensemble et je crois que la visite vaut son présent. Bon, le constat que nous avons fait, c'est que les assujettis peuvent parfois créer des problèmes là. Nous avons eu à hériter de certains actes générateurs de la DGRA, au niveau de la DGRK, mais dans l'application, ça pose problème. Non seulement dans l'interprétation des textes, mais aussi du fait qu'il y a certaines habitudes qui s'étaient installées dans le chef de nos agents et qui veulent toujours nous niveler vers le bas. C'est ainsi que nous avons créé ce cadre de manière à pouvoir aplanir tous les différends et surtout pouvoir bénéficier de l'expérience de la DGRA en la matière. Cette rencontre a aussi été une occasion de change d'expérience entre Jean-Claude Mouissa et Joséphine Soaléé, patronne de la DGRA. En attendant, le recouvrement forcé de la vignette 2013 se poursuit et tous les Quinois sont invités à se mettre en règle. Le ministre en charge des travaux publics a présidé ce mardi une réunion d'évaluation des infrastructures routières de la province orientale. Le taux d'exécution sur différents chantiers est plutôt appréciable au regard de l'avancée des travaux exécutés. Toutefois, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Les défis sont encore à relever. Pour
passer en revue les questions qui sont liées aux travaux publics, notamment nos routes d'intérêt provincial, national en province orientale. Les ponts, il y a beaucoup de chantiers actuellement en province orientale sur la RN4 où des travaux sont en cours et d'autres travaux qui doivent être faits, notamment dans la ville de Kisangani avec l'Office des voiries et drainage. C'est vrai que nous avons connu quelques retards, mais nous avons essayé de lever une option pour reprendre certains tronçons dans la ville. Nous avons aussi sollicité le soutien technique de l'Office des routes et financier du FONER pour la route, par exemple, Nia jusqu'à Isiro, qui est une route essentielle par rapport aux manifestations, à la préparation des manifestations de commémoration de la mort d'Annuarité, qui est une grande manifestation qui va attirer beaucoup de pèlerins dans la zone. Et donc nous avons vu qu'est-ce qui pourrait être fait très rapidement pour mettre les hommes, les matériels et les moyens pour arriver à avoir une route praticable. Et l'adduction du courant électrique au parc agricole de Bukanga-Lonzo préoccupe les députés nationaux de la province du Bandundu. Ils ont remis à ce sujet un mémo au gouverneur Jean Kamisandou afin que le courant électrique soit tiré de la ligne Kinshasa-Maluku. Il y aura bientôt du courant à Bukanga-Lonzo, le parc agricole où tous les regards sont tournés depuis son lancement en juin dernier. Parmi les étapes qui restent, il y a l'adduction du courant électrique. C'est déjà un acquis dans le budget 2015. Seulement voilà, si la ligne Kinshasa-Yinga est sollicitée, Bandundu-Ville va en payer le prix. C'est ainsi que les 64 élus de la province ont écrit au chef de l'État pour que Bukanga-Lonzo se serve de la ligne Kinshasa-Maluku. 64 députés nationaux ont signé ce mémorandum. Nous avons déjà eu à le déposer auprès de l'Assemblée, du président de l'Assemblée nationale pour le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le gouverneur pour le sensibiliser à ce sujet parce que, comme vous le savez, l'électrification d'une province est un facteur majeur pour son développement. Ce mardi matin, le mémo est arrivé sur la table du gouverneur Jean Kamisandou. Qu'aucun développement n'est envisageable sans électricité. Et là, c'est un projet qui consiste à électrifier, à tirer l'électricité sur la ligne Ingashaba à partir de Maluku, à provisionner Bukanga-Lonzo, le grand parc agro-industriel, Kenge, Massimanimba, Kikwit, Bulungu et faire jonction avec Kakobola et de l'autre côté à partir de Bandundu pour Bikoro et toute la partie du Grand Maïndombe. Vivement que ce projet ne reste pas lettre morte et que le Bandundu tout entier ait le courant 24 heures sur 24. Prenons à présent le dossier de ce journal, les jeux de hasard. Vous l'avez peut-être également remarqué à Kinshasa, l'engouement des jeunes à cette activité est très perspectible, mais ce qui fait l'objet du débat, c'est plutôt l'affluence des mineurs à certains jeux à caractère lucratif. D'où cette préoccupation, les enfants sont-ils admis à ces jeux? Élément de réponse dans ce dossier. Les jeux de hasard, source de nombreux attroupements dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Et les plus prisés de ces jeux est Paris Foot. Même les mineurs s'adonnent à ces jeux qui, du reste, est lucratif. J'aime bien jouer le jeu Paris Foot parce que c'est un jeu qui est bien. On joue ça seulement à 300 francs. Même si tu as 5 sorties, tu peux aussi jouer ça parce que c'est un jeu qui est bien. On nous parle d'à jouer, mais c'est le sentiment. Quand on aime les foot, on est prêt à se sacrifier pour ça. Dans l'opinion publique, l'engouement des mineurs aux jeux de hasard est mal perçu. Les enfants se livrent aussi à ces jeux. Nous le voyons venir ici. Et ce sont des enfants dont l'âge varie entre 15 et 18 ans. Les enfants sont parfois ignorants, ils sont prêts à tout, même au vol, pour s'adonner au jeu, alors qu'il n'est réservé qu'aux adultes. Ces avis ne sont cependant pas partagés de tous. Ces jeux ne doivent pas être interdits aux enfants. Les parents dont les enfants sortent gagnants peuvent aussi se frotter les mains, parce que cet argent pourra permettre de subvenir aux besoins de leur famille. Dans ces débats ininterrompus, seule la loi peut trancher.
un mineur, du fait que c'est un incapable, ne peut pas poser un acte juridique. La loi portant protection de l'enfant dans son article 58 protège les mineurs contre toute forme d'exploitation économique. Par exploitation économique, on entend toute utilisation de toute forme de mineurs à des fins économiques. Et les opérateurs économiques qui utilisent plus les mineurs dans ce cadre en profitent parce qu'ils savent que les mineurs n'ont pas encore une certaine capacité mature de pouvoir discerner les choses. Des sanctions sont même prévues par la loi portant protection de l'enfant si l'on s'en tient au dire de Robert Maloueki de l'unité de gestion du projet Enfants dits de la rue EDR. On peut aller jusqu'à encourir des sanctions allant au paiement des amendes, mais jusqu'à un enfermement, parce qu'on expose l'enfant à des situations de fuite de l'école, de fuite de l'emploi pour aller vers les facilités. Nul n'est donc censé ignorer la loi. Dossier à suivre. Place à présent à l'invité du journal. L'invité du journal reçoit pour vous l'ingénieur Foumani Rambo, qui est donc le directeur du département de distribution de la SNEL de Kinshasa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors avec vous, nous allons parler, il faudra le dire, Kinshasa a connu une perturbation du courant électrique dans sa déserte il y a quelques semaines déjà, à cause de quelques travaux effectués au barrage d'Inga 2. Où en êtes-vous avec l'exécution de ces travaux ? Merci de nous avoir donné cette opportunité pour vous expliquer un peu à la communauté de la ville de Kinshasa des problèmes que nous avons dans la desserte en énergie électrique de cette ville. Au fait, il y a quelques semaines, nous avons arrêté volontairement à la centrale d'Inga 2, le groupe 4, la centrale d'Inga 2, pour essayer d'éliminer les fuites d'eau qu'il y avait là-dedans et qui mouillaient les paliers, qui mouillaient des huiles. On ne peut pas continuer à les garder comme ça, on l'a arrêté volontairement pour intervention. Pendant qu'on l'a arrêté, pendant la même période, on était en train de travailler, qu'on commandait des pièces qui faisaient défaut de l'Europe, nous avons enregistré un défaut au groupe numéro 8. Et ce défaut a fait que le groupe, en s'arrêtant, il a arrêté aussi les ventes de tête. Et le déblocage des ventes de tête, l'ouverture des ventes de tête pour reprendre la coulée d'eau vers les turbines a créé problème. Et donc ça a pris vraiment une bonne période parce que les travaux qu'il faut faire sous eau, ça a pris un petit temps et après on a débloqué la vente de tête, comme l'a annoncé notre directeur général depuis dimanche. Donc le groupe 8 de la centrale d'Ingadé a été remis au réseau, tandis que le groupe 4 de la centrale d'Ingadé est encore sous travaux. Alors, donc, il faudrait dire que les groupes 4 et 8 étaient quand même assez vétustes, ce qui a provoqué justement cette fuite d'eau. Donc, tous les groupes d'Inga ont un certain âge. Inga, c'est une centrale des années 70. Donc, tous les groupes d'Inga ont un certain âge. Plus de 30 ans, donc. Hein. Oui, donc les interventions ont toujours lieu, mais retenez, une machine a toujours des problèmes. Et des vieilles machines comme celle-là, il y a toujours de temps en temps des problèmes. C'est pour cela que notre comité de gestion a mis déjà en place un programme de réhabilitation. Je crois que la République démocratique du Congo a signé aussi des conventions avec les institutions financières pour chercher les moyens nécessaires pour pouvoir réhabiliter ces centrales. Alors on comprend tout de suite que ces travaux continuent à s'exécuter, ce qui justifie encore que certains quartiers de Kinshasa tout à fait. Lorsque nous avions les deux groupes hors service, oui. Au fait, généralement nous fonctionnons avec 5 groupes à Inga 2 et 4 groupes à Inga 1 et 2 groupes à Zongo, naturellement pendant ce temps, parce que Kinshasa est alimenté en antenne sur les centrales du Bas-Congo. Et donc, quand nous fonctionnons avec 5 groupes au niveau de Inga 2, nous essayons de satisfaire les plus ou moins 500 MW des pointes que la ville exige en ce moment-là. Mais maintenant, avec l'arrêt de ces 2 groupes, 4 et 8, la ville avait enregistré un délestage de plus ou moins 200-230 MW chaque jour. Donc, vous pouvez vous imaginer de 500 MW habituels à 230 MW de délestage. Il ne nous restait plus que 200 et quelque chose mégawatts disponibles dans la ville. Et ce qui a justifié ces délestages est tout à fait avec intense. Toutes les pertes qui maintenant, avec l'autre groupe qui est revenu au réseau, présentement, les délestages se situent autour de 30 à 60 mégawatts. Donc, nous sommes plus ou moins 9% des quartiers de la ville qui sont perturbés. Alors très bien, est-ce qu'il faudra dire que ce sont des travaux volontairement causés? Alors allez-vous tenir compte de la facturation? Allez-vous justement tenir compte de la facturation par rapport justement à tous ces travaux exécutés? Bon, pour un consommateur qui a un compteur chez lui, il n'y a aucun problème.
Parce que s'il a consommé, les compteurs a tourné. S'il n'a pas consommé, les compteurs n'ont pas tourné. Donc, à la fin du mois, on lui facture la consommation que les compteurs ont enregistrée. Mais généralement, nous connaissons les temps d'interruption d'énergie électrique dans les différents quartiers. Et à la fin du mois, on essaie de faire les comptes. Et on frappe la consommation d'un certain coefficient inférieur à 1 pour avoir la facturation réelle. Alors, toujours à ce sujet, il faudrait le dire, des travaux exécutés à Inga, mais ici sur place à Kinshasa, nous sommes en pleine saison pluvieuse, il y a des cas quand même qui traînent dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous comptez quand même résoudre ce problème? Parce qu'il faudrait que nous sommes en pleine saison pluvieuse et la population quinoise si vous l'avez remarqué, sincèrement, pour être honnête, il y a beaucoup de travaux qui se font dans la ville de Kinshasa. Nous avons fait beaucoup de travaux de remise en conformité du réseau, l'ajout de plusieurs cabines de décharge et même la pose de nouveaux câbles. Le comité de gestion nous a instruit, nous par exemple au niveau du département ici, de faire déjà la reprise sur un certain nombre de nouvelles cabines. Nous en avons près de 120, mais les premiers lots de 35 cabines, de faire déjà les reprises basse tension sur ces cabines-là. Ceux qui nous ont vus au quartier GB, à Kintambo, à Bandal ici, ils se sont rendus compte, et même à Matete, au quartier Bateke, se sont rendus compte effectivement que nous sommes déjà en train de travailler. Nous sommes là-dessus. Mais les comportements, comment je peux dire, les réseaux de la ville de Kinshasa est très complexe. Il n'y a pas que le comportement de la SNEL qui n'arrive pas à faire ceci ou telle autre chose. Mais j'aimerais dire que la grande faute incombe aussi aux consommateurs. Parce que lorsque vous augmentez la charge, votre consommation, vous n'informez pas la SNEL. Au fait, vous venez ajouter une charge sur les installations qui a été dimensionnée pour supporter une charge, mais vous avez ajouté une charge supplémentaire. Et donc, la conséquence, c'est que vous avez un délabrement prématuré de votre câble, par exemple. Vous, par exemple, vous pouvez acheter votre congélateur ou votre chauffe-eau. Quand vous les branchez, vous ne venez jamais informer la SNEL. Et donc, si tout le monde se comporte comme ça, la conséquence, c'est que les équipements vont se délabrer rapidement. Alors, il faudrait également dire que pendant justement ces travaux que vous effectuez, beaucoup de Quinois quand même ont perdu leurs appareils à cause de cette perturbation. La SNEL va-t-elle rembourser justement ces appareils? Non, on ne peut pas perdre les appareils. Moi, je suis ingénieur, donc je ne peux pas perdre les appareils. On ne peut pas perdre un appareil parce que le courant s'est coupé. C'est de la même façon que vous allez jouer sur un interrupteur, vous coupez, votre lampe ne s'abîme pas. Donc le courant s'est coupé, il n'y a plus de tension, donc votre appareil, il n'y a pas de raison que l'appareil soit abîmé. Mais maintenant, si au retour de la tension par mégarde, il y a une fluctuation, je ne pense pas que cette fluctuation va avoir une valeur telle que les appareils doivent partir. Nous invitons souvent les abonnés à protéger les équipements. Si on a un équipement sensible, il faut mettre des protections adaptées pour éviter d'avoir des désastres comme ça. Monsieur Foumani, je rappelle que vous êtes directeur du département de distribution de la SNEL de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc nous voulons dire à nos abonnés qu'ils fassent confiance aux équipes de la SNEL et que, comme l'a dit notre directeur général, nous pensons qu'autour du 10 novembre, 12 novembre, la situation va redevenir à la normale à Inga et la ville sera desservie comme d'habitude. C'était l'invité du journal. Et nous allons nous détendre en musique avec les Aigles de la Révolte, ensemble musical tenu par Jocelyn Abalou. Ces jeunes musiciens puisent leur inspiration, vous allez le voir dans ce journal, de la nature et du folklore de la RDC, un style qui a émerveillé le public lors de la première sortie de la halle de la Gombe, revivant en images cette ambiance avec Guinéka Baloudi. La direction des communications de la ZIE Club a réuni cet avant-midi au stade Tata Raphaël la presse locale en prévision de la... Sur le podium de la Grande Halle, ces jeunes étaient tout feu, tout flamme. À l'Institut français Halle de la Gombe, leur style de la une musique rythmée et entraînante qui puise son inspiration dans la nature et dans le folklore de l'ambition
Jocelyn Balou et les Aigles de la Révolte peuvent se targuer d'avoir gagné un pari, la conquête des cœurs. Fin de ce journal, merci de votre fidélité au programme de B1 Télévision. Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le doute après l'accord annoncé par le Nigeria avec Boko Haram. Y aura-t-il un cessez-le-feu? Les collégiennes de Chibok seront-elles